Eh bien, ravi de vous retrouver dans ce troisième épisode du podcast qui s'agrandit de jour en jour puisque nous rejoignent les plateformes Amazon Music mais aussi Audible qui nous rejoignent, donc ça nous fait un panel, voilà, on est presque au complet par rapport à toutes les plateformes de podcasts qui existent. Il ne manque plus que les podcasts Apple, mais c'est un petit peu compliqué, mais ça devrait arriver à l'avenir. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, on va directement entamer le sommaire. Et juste avant de commencer les actualités, je tiens à vous prévenir qu'il y aura des petits moments dans le podcast où le son sera un petit peu différent, peut-être meilleur, peut-être moins bien, peut-être plus fort, peut-être moins fort, et je m'en excuse tout simplement parce que je suis en train d'essayer mon nouveau microphone que je viens de recevoir, donc que vous verrez prochainement sur YouTube, et du coup c'est pour ça qu'il y a certains écarts de son, et pour l'instant je ne sais pas m'y faire, donc je m'excuse d'avance. Là par exemple c'est enregistré avec mon nouveau microphone, il se peut que ce soit plus fort que le reste du podcast. Et donc pour le sommaire de ce podcast, de ce troisième épisode, alors on parlera d'abord des Gardiens de la Galaxie 3 parce que James Gunn a dévoilé une information sur le film qui est très importante à suivre. Ensuite on parlera donc de Archive 81, la série Netflix qui fait un carton en ce moment, donc je vous donnerai mon avis sur cette série. Ensuite je ferai un gros partie du podcast sur Super Héros Malgré lui, donc le film actuellement au cinéma, du coup je l'ai vu en avant-première et je pourrais vous donner mon avis. Ensuite on parlera de Goliath et de Pierre Ninet qui est très clairement la plus grande star en termes d'acteur français, donc on parlera de lui et voilà, ça va être assez sympa. Ensuite, le gros sujet aussi, c'est la plateforme de streaming Hulu, donc qu'en France on a sur Disney+. On va parler de toutes les séries qui sont disponibles, de tous les films, etc. Et ça va être super intéressant. On passera un mini point info concernant les studios Ghibli, donc qui est un studio d'animation japonaise qui a ouvert récemment ou qui va ouvrir un parc d'attractions à thème, et on finira cet épisode par parler de la nouvelle chronologie des médias. Et donc pour démarrer la rubrique en bref, on va parler de James Gunn et donc des Gardiens de la Galaxie 3 qui sortira il me semble fin 2022, début 2023. Donc qu'est-ce qu'on a concrètement avec James Gunn? Donc déjà il est en train de diffuser sa série Peacemaker, mais ça on en a déjà parlé dans le deuxième épisode. Mais surtout par rapport aux Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn a déclaré que celui-ci sera le dernier film consacré à l'équipe de super-héros. Ça ne veut pas dire qu'on ne reverra plus les Gardiens de la Galaxie dans le MCU. Ça veut juste dire que ce sera leur dernier film ensemble, dans un film Les Gardiens de la Galaxie. C'est-à-dire qu'on pourra les retrouver dans d'autres films, probablement Avengers ou des films dans ce genre-là, dans des crossovers, mais c'est la dernière fois qu'on les verra dans un film Les Gardiens de la Galaxie. Après ça peut changer, parce que de base Thor devait finir avec 3 films, il en aura 4. Captain America c'est pareil, devait finir avec 3 films, il en aura 4. Donc on n'est pas à l'abri qu'à l'avenir il y ait d'autres films. Mais quand James Gunn dit que c'est le dernier film avec l'équipe, c'est pas tout à fait vrai. Parce que Disney Plus va sortir en Noël 2022. Enfin ça se dit pas trop mais vous m'avez compris. Noël 2022 sortira un moyen métrage sur les Gardiens de la Galaxie en période de Noël, justement avec toute l'équipe. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ce film, on sait juste que voilà, c'est prévu pour Noël 2022, que ça durera un petit peu plus d'une heure, un petit peu moins d'une heure et demie, pour faire un peu plus qu'un épisode d'une série, mais pas non plus pour en faire un long métrage. Donc ce sera un nouveau format qui arrivera d'ici novembre 2022 pour Halloween avec la série Werewolf by Night.
Et du coup, comme la semaine dernière, je vais vous proposer une petite série à regarder cette semaine. Et aujourd'hui, ce sera Archive 81, donc qui est une série Netflix qui est pour le coup vraiment très intéressante. C'est une très bonne série. Donc c'est une série à très petit budget, horrifique, qui a un très petit budget. Pourtant, ce n'est pas un défaut. C'est coproduit par James Wan, donc le mec qui a fait Saw, qui a fait Conjuring et qui a fait plein de films d'horreur ultra connus, genre qui sont aujourd'hui des références dans le milieu du film d'horreur. Et donc en gros, c'est l'histoire d'un archiviste vidéo qui va restaurer des cassettes et il va tomber sur les cassettes d'une femme qu'elle avait tourné 20 ans plus tôt, je crois, en 1994, et qui est portée disparue. Enfin, du moins, on pense qu'elle est morte durant un incendie. Et du coup, il va enquêter avec ces cassettes et il va se rendre compte qu'en fait, il y a plein de délires un petit peu paranormal, un petit peu surnaturel qu'il y avait à l'époque. Et il est employé en fait par une entreprise, une grande entreprise, mais il sait pas trop sur quoi elle bosse cette entreprise. Et du coup, il va se rendre compte qu'il y a tout un complot autour de lui, qu'il y a plein de choses assez bizarre autour de lui, et du coup c'est vraiment très cool à regarder. Je vous la conseille vraiment. Ça vire au paranormal très très rapidement. C'est pas à prendre de manière terre à terre. Et ce qui est cool par rapport à Archive 81, c'est que c'est une série Netflix en 8 épisodes qui a été adaptée parce que de base c'était un podcast, donc un podcast américain qui lui aussi s'appelle Archive 81 et que vous pouvez écouter. Alors c'est en anglais, mais si vous êtes plus ou moins anglophone, je vous le conseille parce qu'il est de nature horrifique et il est très bien fait. Et sinon, et si vous parlez pas anglais, allez checker du coup la version vidéo, la version Netflix qui est disponible. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite série que je souhaitais vous conseiller. Et on parle tout de suite de super-héros malgré lui. Et donc pour ceux qui souhaitent faire une petite sortie cinéma cette semaine, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent si ce n'est la comédie française Super Héros malgré lui, donc avec Philippe Lachaud, Julien Arruti, Tarek Boudali et Elodie Fontan, donc en somme la bande à Fifi. Donc moi j'apprécie une partie de leur travail, on va dire, désolé pour ce bruit dérangeant. Donc Super Héros malgré lui, ça sort le 2 février et moi je l'ai vu le 14 novembre car il y a eu une avant-première. En fait ils ont un super bon distributeur au niveau des films et ils ont une promo de malade. Donc je pense que le film il va fonctionner rien qu'avec ça. Quand tu vois les bandes annonces qui ont été diffusées, qui ont fait je ne sais pas combien de vues pour un film à l'échelle nationale, c'est quand même assez bien. Et quand tu vois le nombre d'avant-premières qu'ils ont fait, genre ils ont fait ça depuis novembre. Dites-vous que depuis novembre, ils font des avant-premières et du coup il y a plein de gens qui ont déjà vu le film. Du coup je vais pouvoir donner mon avis et puis vous en prendrez ce que vous voulez. Et puis je vous dirai à la fin si je vous conseille d'aller le voir au cinéma du coup. Du coup, c'est dans la même trempe que tous les autres films de la bande à Fifi, donc c'est toujours la même recette, le même humour. Alors des fois c'était sympa, comme dans Babysitting ou Alibi.com que j'avais vraiment bien aimé, et des fois c'était vraiment pas exceptionnel, voire carrément nul. Je pense à 30 jours max, donc qui était leur dernier film sorti au cinéma juste avant le confinement. Donc il y a plein de gens qui ont été stoppés de cinéma et où leur dernier film ça a été 30 jours max, donc je comprends, ça fait un peu mal. Et personnellement je trouve que sur leur dernier film tu as l'impression qu'en fait tu vois toujours la même chose en fait. 30 jours max c'est un peu pareil que Alibi.com, etc. Et Nicky Larson c'est pareil, donc en vrai il y a plein de films où tu te dis en fait je regarde toujours la même chose. Et en plus, par rapport à Super Héros malgré lui, je l'ai pas trouvé si drôle que ça. C'est-à-dire que là où tu pouvais trouver les anciens films drôles, même si c'était toujours la même recette et que ça innovait pas trop, là pour le coup Super Héros malgré lui, j'ai pas plus apprécié que ça. Genre, il se laisse regarder, tu vas sourire à 2 ou 3 moments quand tu auras des références aux super héros, mais à part 2 ou 3 vannes sympas, t'as vraiment du mal à rire. Alors après, l'humour c'est entièrement subjectif, donc ça dépend entièrement des personnes, hein, donc c'est, on va dire, c'est en fonction de chacun, mais moi j'ai pas plus apprécié que ça en termes d'humour, du moins sur ce film là j'avais plus apprécié Nicky Larson. Alors
comme j'ai dit, l'humour c'est subjectif, ne me jugez pas. Mais ouais, j'ai pas plus trouvé ça drôle. Et comme beaucoup de comédies françaises, en fait, je trouve qu'il y a un concept dans le scénario, mais c'est quand même assez mal concrétisé. Donc pour faire simple, super-héros malgré lui, donc je vais pas spoiler, hein, c'est l'histoire d'un comédien qui est sélectionné pour jouer le rôle d'un super-héros au cinéma, mais à cause d'un accident, donc il va perdre la mémoire et à son réveil, il va se prendre pour le personnage de son film. En gros, il va se prendre pour un super-héros. Il va intervenir lors de braquages, etc. et plein d'autres choses comme ça, alors qu'il n'a aucun pouvoir, vous l'aurez compris. Donc moi j'ai eu du mal avec certains personnages dans le film. En fait, ils jouent souvent des personnages débiles, un petit peu coincés, j'ai envie de dire. Un petit peu, ouais, enfin, en marge. Des personnages en marge de la société. Et j'adhère pas trop à ça. Oh, pardon pour ce bruit, attendez, je vais régler ça. Donc, ouais, c'est un peu des personnages en marge avec ces personnages, tu sens qu'ils sont vraiment pas réalistes, tellement ils sont débiles. T'as l'impression de voir quelque chose de parodique, là où des personnages auraient été vraiment beaucoup plus drôles s'ils se prenaient au sérieux et que ça aurait été quelque chose de premier degré. Enfin, ouais, qui se prenait au sérieux. Pas forcément premier degré, mais comment expliquer ça? Que ouais, les personnages, là, t'as vraiment l'impression que c'était parodique, que c'était vraiment dans le but de faire rire. Alors que si eux se prennent au sérieux tout en étant drôles, je pense que ça aurait été plus sympa. Le film il cherche aussi à intégrer des références super-héroïques et il y en a beaucoup, mais beaucoup dans super-héros malgré lui. Et déjà donc le personnage de Batman, donc qui est le super-héros interprété par Philippe Lachaud, il est fortement inspiré donc de Batman avec son costume, sa voiture, le majordome, etc. Mais les refs elles sont parfois subtiles et très marrantes et quand tu les saisis, tu fais bravo, c'est très bien fait. Puis il y en a d'autres où ça copie en fait les films d'origine. Je pense au film Avengers, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est un petit peu plagié tout en étant dans la parodie, donc ça fait pas quelque chose de plus drôle que ça. Enfin, personnellement, c'est mon avis, hein. Mais parfois tu te demandais s'ils ont déjà vu les films qui parodiaient et s'ils avaient vraiment prêté attention au genre des films de super-héros, parce que les refs, des fois, elles sont tellement osef que en fait, tu te demandes s'ils ont vraiment vu le film. Et donc ouais. Au niveau des scènes d'action, il y en a quelques-unes dans le film, hein, alors ça vaut pas des masses, mais j'aurais limite préféré qu'il y en ait plus que ça. Parce que la comédie, elle prend trop de place, et comme je l'ai dit, c'est pas forcément drôle, donc ça peut parfois être un petit peu ennuyant, alors bien que le film est super court, tu peux ressentir quand même des mini-longueurs. Alors je préfère avoir des longueurs dans une scène de film d'action, plutôt que des longueurs dans une scène qui se veut drôle, et qui ne l'est pas. Donc ça faisait une coupure dynamique en fait, et ouais, ça, comment dire, ça fluidifiait le film en fait, ces scènes d'action. Donc voilà. Personnellement, j'ai trouvé que leur jeu d'acteur, il est pas au top. Après, il faut quand même avouer qu'il faut vraiment un grand talent pour faire rire autant de monde, car ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire rire la France entière avec leurs films. Et je pense qu'au vu des chiffres que leurs films ils font en général, le grand public il ne s'en lasse pas, et je pense que ça marche tout aussi bien. Super-héros malgré lui, je pense qu'il va très bien marcher dans les pays francophones, et ils ont leurs fans, hein, ils ont leur fanbase, la bande à Fifi, donc en vrai il n'y a pas... enfin je vois pas pourquoi ils seraient... dérangés et que leurs chiffres baisseraient, et justement pour revenir à leur jeu d'acteur, moi personnellement je trouve pas ça extraordinaire, mais il faut reconnaître que comme je l'ai dit, il faut un talent pour faire rire la France entière, voilà. Donc peut-être que ça vous plaira et peut-être pas, mais en tout cas je vous invite à faire votre propre avis sur le film. Moi je pense que vous avez obtenu mon avis par rapport à ce que j'ai dit, mais si l'envie vous vient d'aller au cinéma cette semaine, je crois que c'est le seul truc à peu près agréable à regarder, donc allez voir, soyez curieux, et puis dites-moi dans les commentaires, je vous mettrai une petite question sur Spotify, ce que vous avez pensé du film, voilà. Vous êtes bien sur le répondeur de Patrick Favreau, laissez-moi un message, merci. Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail, fière d'être une agricultrice moderne comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Je voudrais juste que vous fassiez entendre mes mots. J'ai plus la force de continuer. La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS.
La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain! Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, j'aime pas ça. Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick? Non, appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier Torrent, je vais le défendre jusqu'au bout. J'admire votre détermination. Faites très attention à vous. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Et donc ce que vous venez d'entendre, c'est le trailer de Goliath, donc qui est un film français, qui est un film inspiré de faits réels sur les problèmes que subissent les agriculteurs en cette période, avec Pierre Ninet et Gilles Lellouche en tête d'affiche. Donc c'est un drame, donc un vrai film drame comme Pierre Ninet et Gilles Lellouche savent faire. Donc c'est un combat entre les agriculteurs, mais les grands lobbies de l'agriculture ainsi que de l'État, avec une partie qui va parler probablement d'un procès entre les deux parties, et il y aura potentiellement plein de sous-intrigues qui vont sortir de ce procès, parce que je pense pas que ce soit un film comme Les Choses Humaines où la grande partie va se dérouler sur un procès, sur une enquête de police, et sur tout ça. Je pense qu'il y aura tout un côté plus politique de la chose. Voilà, dans le trailer on voit des grosses manifestations, on voit malheureusement des suicides d'agriculteurs. C'est un film, un drame qui va être, je pense, très dur à regarder pour certains, qui va être très sombre, mais qui peut être assez sympa. Je pense qu'il sera pas ni tout blanc ni tout noir, parce que on n'aura pas forcément les problématiques des agriculteurs. Alors certes on les aura, mais on aura aussi les problématiques des lobbies qui seront expliquées, comme par exemple dans le trailer on a entendu Pierre Ninet dire si on enlève ce produit ça fera 30% de production en moins. Donc c'est tout ce côté finalement commercial, tout ce côté faut nourrir les gens et faut produire plus parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que y a du monde qui vit. Je vais pas vous faire un cours de géographie, mais on voit tous les partis et chaque parti a un argument, et c'est ça que j'aime bien dans ce scénario qui a l'air assez bien écrit, c'est que y a des arguments pour tout, et on peut tous les entendre, c'est pas des arguments bidons, c'est vraiment l'impression que ce film, c'est thèse, antithèse des problèmes que subissent les agriculteurs en ce moment. Donc Goliath, c'est réalisé par Frédéric Tellier, qui avait réalisé Sauver ou Périr, qui est aussi avec Pierre Ninet, qui aborde aussi les problématiques d'un métier. Donc là, notamment dans Sauver ou Périr, c'était le métier de sapeur-pompier de Paris. Et on sent donc que Frédéric Tellier, il cherche à exposer la difficulté de certains métiers, et en faisant de ses films un témoignage pour ouvrir ces problématiques au pays, aux spectateurs. Parce que c'est vrai que, par exemple, le métier de sapeur-pompier, je pense qu'en tant que spectateur, on sait que c'est compliqué, mais pas forcément celui d'agriculteur. On sait que c'est un métier physique, qu'il y a des grandes contraintes d'horaire, etc. Mais toutes ces contraintes-là, justement, de problèmes de santé liés à des produits chimiques, liés à de nombreux mal-être, à des nombreux suicides, malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors certes, on commence un petit peu à s'ouvrir, notamment avec ce genre de film ou les médias qui commencent à en parler, mais c'est vrai que Frédéric Tellier, il cherche à exposer toutes ces problématiques à travers ses films. Et du coup, ça peut être franchement intéressant, juste pour se renseigner sur la situation des agriculteurs actuellement. C'est comme un témoignage, donc je vous invite à aller le voir le 9 mars 2022 lorsqu'il sortira au cinéma.
Donc je pense que pour ce film, eh ben, c'est le meilleur casting qu'on puisse avoir. On a d'abord Gilles Lellouche qui a fait un super travail sur ces 2 derniers films qui ont été tous les 2 des drames. Donc on avait Bac Nord qui est nommé au César parce que c'est pas n'importe quel film, hein. Bac Nord, j'ai adoré, la critique qui est disponible sur YouTube. Là aussi on parle des difficultés de métier justement dans Bac Nord avec les difficultés de la BAC, bien que c'est pas vraiment la trame principale du film, mais néanmoins ça touche un petit peu à ça. Et on a eu plus récemment, même très récemment, Adieu Monsieur Hoffman, qui était un drame que personnellement je vous avoue j'ai pas vu, mais qui d'après mes retours ont été assez sympas, bien que en termes de réalisation et tout ce soit pas extraordinaire, mais on m'a vanté les qualités de Gilles Lellouche pour Adieu Monsieur Hoffman. Mais on a surtout dans ce casting, Pierre Ninet qui est excellent dans ces drames. On a eu il y a quelques années maintenant le film Five qui est pour moi, c'est totalement subjectif, mais déjà Pierre Ninet est mon acteur français préféré. Et mon film français préféré c'est Five. Alors après, forcément il y en a plein des très bons des films français, mais Five c'est vraiment celui qui m'a touché, c'est celui que je préfère. Et en plus de ça, il arrive à être drôle par moments et super dramatique à d'autres. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a eu aussi l'excellente Boîte Noire, sortie en septembre 2021. Là où il joue un expert de la DEA qui va enquêter sur le crash d'un avion. Donc là aussi, la critique est disponible sur la chaîne Le Cinéma d'Hugo. Donc on en avait parlé à l'époque de sa sortie. Là aussi où j'ai trouvé Pierre Ninet excellent, c'était dans Yves Saint Laurent. Alors je sais pas du tout en quelle année il est sorti, mais Yves Saint Laurent, il avait vraiment une performance incroyable et il mérite un César. Et pareil donc pour Sauver ou Périr. Mais surtout, le principal à retenir avec Pierre Ninet, c'est qu'en 2021, il était sur tous les bons projets. Il a été super productif cette année. D'abord, donc c'était cet été avec OSS 117. Puis il y a eu le génial Boîte Noire en septembre, donc qui était, comme je l'ai cité tout à l'heure, un film qui parle d'un expert de l'aviation qui va enquêter sur un crash. Et c'est un drame. Et en septembre, on a eu aussi un drame, Amant en novembre, et il revient en mars pour Goliath. Alors c'est vrai que son dernier film, donc Amant, il m'a pas du tout convaincu, c'est pas du tout le film que j'ai vraiment le plus apprécié. J'en avais parlé également sur YouTube dans la critique, mais j'étais pas forcément déçu de Pierre Ninet, mais déçu du film en fait dans sa globalité, parce que au final il racontait pas grand chose, mais en vrai, je me dis que Goliath, ce sera pas du tout comme ça, déjà quand on voit le réalisateur qu'il y a, et les acteurs aussi. Donc pour moi en fait Ninet c'est un petit peu la star du cinéma français en ce moment, parce que c'est désormais un acteur phare. Il est dans tous les gros projets, il est dans tous les bons projets, je pense que OSS 117 et Boîte Noire peuvent être qualifiés comme bons projets, et il a un talent qui fait qu'il est capable de tout jouer. Il peut passer de la comédie au drame et super simplement, c'est-à-dire il sait tout faire. Alors certes il y a des projets où je le verrai pas forcément, mais il n'a pas fini de paraître au cinéma parce que il a un talent incroyable. Il est capable de jouer n'importe quel rôle, plus ou moins bien, mais il est capable de tout jouer, et surtout il est encore jeune, donc on le reverra à l'avenir. Donc je pense que Ninet, déjà c'est mon acteur préféré, je l'ai dit, mais je pense que c'est le nouveau représentant des nouveaux acteurs français, parce que des jeunes acteurs français, alors il y en a plein. Il y a Philippe Lachaud qu'on parlera plus tard dans le podcast, il y a lui, mais il y en a plein d'autres, mais je pense que lui est vraiment le plus représentatif, et je pense qu'à l'international, je pense que Pierre Ninet va pas tarder à arriver, et je pense que bientôt on verra Pierre Ninet dans des projets internationaux, et franchement ce sera cool. Donc en vrai c'était ma petite parenthèse sur Pierre Ninet. Donc si vous avez d'autres choses à dire, dites-le moi dans la question Spotify. Alors c'est uniquement pour les auditeurs Spotify, je suis désolé pour les autres, mais en tout cas je laisserai une question: quel est votre avis sur Pierre Ninet? N'hésitez pas à y répondre directement sur Spotify.
Et donc maintenant je vais vous parler du service de streaming Hulu, donc qui est un service de streaming américain, mais qui est diffusé en France sur Disney+, parce que Hulu à la base c'était une entreprise commune entre Walt Disney, la Fox et Warner Media. Mais Walt Disney a récemment, il y a quelques années maintenant, racheté à 100% l'entreprise, donc il n'y a que Walt Disney qui en détient les droits, sachant que comme je l'ai dit à l'époque, il y avait Warner et la Fox qui étaient dessus. Et maintenant Disney, ils ont racheté l'entreprise du coup et ils ont créé la chaîne FX où ils diffuseront des programmes originaux Hulu et plein d'autres choses. Alors la chaîne FX elle existait déjà avant, mais du coup Hulu a racheté la chaîne FX, enfin c'est un petit peu compliqué, mais du coup la chaîne FX appartient désormais à Disney. Du coup, en 2022, les créations de cette chaîne FX sont considérées comme des originals Hulu, c'est-à-dire des programmes qui sont créés par Hulu, bien que ils sont faits par FX, mais vu que Hulu a racheté FX, ça leur appartient. C'est un petit peu complexe toutes ces histoires de droits, donc j'espère que je ne vous ai pas déjà perdu, mais restez bien parce que c'est très intéressant de vous parler de cette plateforme de streaming là. Donc suite à l'exploitation de la marque à l'international, Disney a le droit de diffuser les programmes Hulu là où ils le souhaitent. C'est-à-dire aux États-Unis, ils ont une application, ils ont un site pour Hulu et du coup c'est là qu'ils diffusent. Mais par exemple en France, nous n'avons pas Hulu. Alors comment on fait pour regarder tous ces programmes originaux, toutes ces séries FX de la chaîne FX du coup? Disney, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire s'ils veulent la vendre à TF1, la série pourrait être vendue à TF1, enfin c'est un exemple. En l'occurrence, en France, ils ont décidé de le diffuser sur la plateforme Star, donc sur Disney+, dans la catégorie Star, qui est une catégorie exprès pour les films entre guillemets américains qui doivent être diffusés en France sur Disney+. Donc c'est fait pour ce genre d'occasion là. Du coup, tout se retrouve sur Disney+, parce que c'est là que Disney a choisi de les mettre. Peut-être qu'à l'avenir, Disney ramèneront le site Hulu en France et que du coup, elles disparaîtront de Disney+. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc toutes les séries Hulu et toutes les séries FX seront disponibles et sont disponibles sur sur Disney+. Alors c'est pas vraiment totalement vrai parce que il y a par exemple la série comment je rappelle attendez, il faut que je trouve son nom, The Handmaid's Tale, qui est diffusé donc sur Salto, parce que Disney, comme je l'ai dit, ils ont les droits à l'international, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de diffuser où c'est qu'ils veulent, et en l'occurrence Handmaid's Tale ils l'ont vendu à Salto. Pareil pour le film Mother Android, qui est un film original Hulu, ça a été diffusé sur Netflix. Voilà, ils n'ont pas voulu le mettre sur Disney+. Alors je sais pas pourquoi, c'est Disney, comme je l'ai dit, Disney font ce qu'ils veulent de leurs films à l'international, donc ils ont décidé de le mettre sur Netflix. Et du coup, il y a plein de petits programmes qui se glissent sur les autres plateformes, mais il faut savoir que c'est toujours Disney qui a décidé de le revendre à Salto, à Netflix, etc. Mais globalement, s'ils ne veulent pas les mettre là, Disney le met sur Disney+, et le mettent là où ils veulent. Donc depuis l'arrivée des séries FX sur Disney+, on a eu le droit à de très bonnes séries, comme il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, la série Y The Last Man, donc en français Y le dernier homme. Donc c'est un bon divertissement. Voilà, maintenant c'est pas vraiment une série exceptionnelle non plus, mais elle est pas mauvaise. Et on a également American Horror Stories, donc qui est un remake de la série Netflix à succès American Horror Story du coup. Et justement, si vous voulez avoir ce remake American Horror Stories, c'est sur Disney+, et c'est produit par Hulu. Non, c'est produit par FX, du coup. Et en ce qui concerne les séries Hulu, donc qui sont des Hulu originales et qui ne viennent pas de FX, c'est un petit peu compliqué à comprendre, comme je l'ai dit, mais il faut savoir que FX et Hulu en fait sont deux entités différentes, mais toutes les deux contrôlées par Disney. Donc j'espère que c'est plus clair comme ça pour vous. En tout cas, dans les séries Hulu, on a aussi des très bonnes choses. Par exemple, The Dopsic, donc qui est diffusé sur Disney+, qui est une série avec Michael Keaton et qui parle de l'industrie pharmaceutique, etc. Donc ça, pour le coup, je l'ai trouvé très intéressante. Je vous invite à la regarder. Ou très récemment, Oh I Met Your Father, donc qui est un reboot de la série Oh I Met Your Mother. Ou comme je l'ai dit, The Handmaid's Tale que Disney a choisi de distribuer sur Salto. Donc en vrai il y a pas mal de beaux trucs à regarder sur Hulu, donc qui est disponible pour la plupart en France sur Disney+.
Hulu, il a également signé un partenariat avec Marvel pour réaliser des séries qui sont diffusées donc en France sur Star, donc comme je l'ai dit sur Disney+, comme la série Marvel's Runaways, donc qui est une série de live action que j'ai jamais regardée, même si je suis fan de Marvel, mais cette série elle m'attire pas de ouf, c'est un petit peu une teen série façon teen movie quoi, ou bien la série MODOK en animation, donc qui est pour moi une petite pépite, j'ai adoré regarder MODOK, c'était super drôle et c'était une animation un petit peu pâte à modeler, etc. Donc c'était super bien fait, je vous le conseille, c'est encore sur Disney+, donc vous allez dans Star, vous recherchez MODOK et vous trouvez. Et récemment j'en ai parlé dans le deuxième épisode sorti le 26 janvier, donc le deuxième épisode de ce podcast, on avait parlé de Hitmonkey. Et Hitmonkey c'est aussi une série Marvel Hulu qui est sortie, et donc ça me permet de vous donner un petit peu mon avis concernant Hitmonkey. Donc c'est pas une série à mettre entre toutes les mains, parce que série un petit peu gore, voire carrément beaucoup à certains moments. C'est un humour noir, on va dire, pas spécialement, mais il peut y avoir de l'humour noir, des blagues qui vont pas plaire à tout le monde. Moi je trouve ça très drôle et en plus c'est très addictif, et surtout ce qui est cool par rapport aux autres séries, c'est que là tous les épisodes sont diffusés d'un coup, c'est-à-dire que en général Disney Plus a l'habitude de sortir un épisode par semaine. Là Hitmonkey, vous pouvez y aller, vous pouvez enchaîner, c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, donc c'est vraiment pas long. Je vous la conseille vraiment de la regarder. Donc voilà, c'est tout pour cette parenthèse sur Hulu et sur FX qui était un petit peu compliqué à comprendre, mais voilà, j'avais envie d'en parler et de faire la promotion de toutes ces belles choses, parce que oui, il y a beaucoup de séries. Donc ce que je peux vous citer comme série Hulu, à part celle-là, il y a Helstrom, donc qui est sorti en 2020 il me semble, qui était vraiment quelque chose que j'avais adoré, pas forcément objectivement mais subjectivement j'avais adoré. Only Murder in the Building, donc pareil, disponible sur Disney+, Marvel Runaways, Y le dernier homme, Hitmonkey, MODOK, Dopsic, tout ça je vous l'ai déjà dit, Oh I Met Your Father et American Horror Stories. Donc il y a plein d'autres séries, renseignez-vous. En général toutes les séries on va dire récentes et américaines qui sortent sur la plateforme Star sont des séries Hulu. Voilà, c'est tout pour cette petite anecdote on va dire sur Hulu. Ça m'a permis aussi de donner mon avis sur Hitmonkey, et on passe directement au sujet suivant. Et je vais vous parler maintenant, comme chaque semaine depuis l'épisode 2, de vous parler des sorties Netflix qui vont sortir donc cette semaine à partir du mercredi 2 février jusqu'au prochain mercredi donc. Et donc pour commencer, je vais vous parler du film L'arnaqueur de Tinder, qui est un docu-fiction qui parle d'un homme qui s'est fait passer pour un riche magnat et qui a extorqué des millions de dollars à des femmes sur Tinder, et aujourd'hui certaines veulent se venger. Donc c'est une documentaire mais inspiré de faits, non c'est une fiction pardon, mais inspirée de faits réels, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça docu-fiction. Donc à voir ce que cela va donner, ça dure environ 2 heures. On aura également un autre original Netflix, donc qui est un film je crois allemand ou un film de pays nordique, je sais pas exactement son origine, mais en tout cas il a un casting de cette zone du monde là, donc je pense soit allemand, soit suédois, soit norvégien, enfin des pays nordiques comme j'ai dit. C'est un film d'horreur, ça s'appelle The Privilege, ça sort le 9 février, donc c'est un film d'horreur original Netflix. Dans une école d'élite, un ado et ses amis essayent de faire la lumière sur une série d'événements surnaturels. Donc ça peut être sympa pour les fans d'horreur, je sais pas exactement ce que ça vaut, mais le pitch me plaît assez bien. Sinon pour les fans de Simpsons, il y aura la saison 4 de Désenchanté qui sort cette semaine. Donc Désenchanté qui a été proposé, comme je l'ai dit, par le studio qui a sorti Futurama ou encore Les Simpsons. Et on va finir avec Murderville, donc qui est une comédie policière semi-improvisée, car les acteurs n'ont pas eu de script. Donc là, en gros, l'histoire, le synopsis qui est donné par Netflix, c'est que l'inspecteur Seattle, du coup, va enquêter sur une série de meurtres, mais attention, ça reste une comédie. Et en plus de ça, il n'y a pas de script, c'est-à-dire c'est 100%, enfin pas vraiment, mais c'est semi-improvisé on va dire, et du coup ça peut être super drôle à regarder. Moi c'est vraiment le genre de truc qui me fait kiffer, genre la full impro, si c'est drôle et que c'est bien fait, moi pourquoi pas. Donc c'est tout concernant les sorties Netflix de cette semaine.
Et on va continuer avec les news en bref et on va parler des studios Ghibli. Donc Ghibli est un studio d'animation japonais très connu, vous en avez très certainement déjà entendu parler, qui ont fait des classiques du genre d'animation japonaise comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke. Alors je suis pas du tout un fan d'anime japonais à la base pour être honnête, mais j'avoue avoir été récemment conquis par le film Belle, donc qui était sorti le 29 décembre et qui a été réalisé par Mamoru Hosoda. Donc j'ai même pu rencontrer Mamoru Hosoda en avant-première, on a pu poser des questions, quand je dis on, c'est le public de la salle, on avait pu poser des questions etc. Et du coup c'était super intéressant, il avait plein d'anecdotes à raconter, et du coup j'ai surkiffé cette séance. Et juste après cet enregistrement je vais aller voir My Hero Academia World Heroes Mission, donc qui est sorti mercredi 26 janvier, non on n'est plus en décembre Hugo, on est bien le 26 janvier et du coup je vais aller voir My Hero Academia, donc j'exprimerai mon avis dessus, pareil sur la chaîne YouTube Le Cinéma d'Hugo, donc allez voir mon avis sur le film. En tout cas je m'intéresse de plus en plus à l'animation japonais, même si j'ai un petit peu de mal avec l'anime japonais et l'animation en général. Là j'avoue j'ai suivi Hitmonkey comme un dingue, mais je vais pas en parler parce que sinon je ne parlerai que de Hitmonkey sur ce podcast et je pense que vous en aurez un petit peu marre. Et du coup les studios Ghibli, en fait pourquoi on en parle? Et bien tout simplement parce qu'ils vont ouvrir un parc à thème, du coup un parc à thème studio Ghibli au Japon qui ouvrira donc en novembre 2022, donc en cette fin d'année. Il sera composé donc de 5 zones, mais seulement 3 ouvriront en novembre. Donc les thèmes, donc chaque zone a un thème précis, et en l'occurrence les thèmes, ce sont les films du studio, et ils ont choisi 5 films. Le premier, je pense que vous en doutez tous, c'est Mon voisin Totoro. Même ceux qui ne connaissent pas trop l'animation japonaise ont forcément au moins entendu ou évoqué le nom de Mon voisin Totoro dans une discussion. Pareil pour Princesse Mononoke, donc qui sera la deuxième zone. Kiki la petite sorcière, un petit peu moins connu. Le château ambulant, c'est pareil, c'est tous des classiques du studio. Alors certains sont vraiment connus à l'international, j'ai envie de dire, d'autres sont connus que par les fans d'anime japonais, mais voilà, ça reste quand même des classiques du studio et c'est ce qui fait sa renommée, parce que je pense qu'aujourd'hui les studios Ghibli c'est les seuls studios d'animation japonais qui, quand ils sortent un film, ça va cartonner en France, parce qu'il y a beaucoup de plateformes spécialisées, par exemple Wakanim, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme exclusivement réservée aux animations japonaises, une plateforme de streaming donc, mais sinon c'est toutes les grandes séries, Naruto, One Piece, Assassination Classroom, enfin tous les entre guillemets grandes séries, My Hero Academia aussi, qui tournent sur Netflix etc., qui ont leurs fans, mais il n'y a aucun au cinéma. Je pense pas que ça ramène du monde les films d'animation, sauf si c'est vraiment des grosses licences comme Naruto, comme One Piece, comme My Hero Academia. Là oui, peut-être que ça attirera plus de monde. Mais par exemple les films indépendants comme Mon voisin Totoro, je pense pas qu'à l'époque, enfin peut-être que si, je me trompe peut-être, mais je pense pas que si aujourd'hui un film indépendant d'animation japonaise qui ne soit pas tiré d'une grande licence sorte, je pense pas qu'il y ait du monde qui allait le voir. Je vais prendre l'exemple de Belle, qui est sorti le 29 décembre, que j'avais vu en avant-première, qui, comme je l'ai dit, est génial. Allez voir ce film, il a eu 10 sur 10, enfin je lui ai mis 10 sur 10 parce qu'il est vraiment parfait. Belle, je suis pas persuadé que, voilà, bien que ce soit un grand réalisateur, ce soit Mamoru Hosoda, ce n'est pas n'importe qui, c'est un film indépendant et je suis pas persuadé qu'il y ait eu du monde en salle, et je pense que le monde qu'il y a eu en salle, c'est surtout dû à la VF qui a été faite par Louane, mais je suis pas persuadé que les gens allaient voir le film pour voir le film. En tout cas, ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils ont tous été plus ou moins conquis. Allez voir le film en VOC, bien mieux que la VF, je trouve. Donc voilà. Donc aussi, pourquoi ça sort au Japon? Tout simplement parce que le studio est japonais, donc déjà c'est important à le dire. Et aussi parce que le Japon, il possède beaucoup de nombreux parcs à thème, genre un parc Mario, enfin j'ai pas d'exemple, mais je sais que les Japonais ils kiffent tout ce genre de parcs, tous ces trucs un petit peu, il y a aussi des hôtels où il y a des robots, etc. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise, et pas que, parce que les studios de cinéma ils ont beaucoup, pour la plupart, des parcs d'attractions, par exemple Disney qui a des Disneyland
Disneyland, ouais, des Disneyland un peu partout, Disney World aux États-Unis, Disneyland Paris, il y a un Disneyland aussi au Japon. Pareil pour les parcs Universal, donc il y a ouvert des parcs à thème, il y a eu le parc à Londres des studios Universal, il y a eu les parcs aux États-Unis Harry Potter, les parcs Jurassic Park, ça fait beaucoup de fois le mot parc, je vous l'accorde, mais ouais, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu et qui se fait de plus en plus, et j'espère en avoir sur d'autres licences. Événement important dans le cinéma cette semaine, on a eu la cérémonie des Césars, donc c'est la compétition qui chaque année va récompenser les meilleurs films français, donc vous avez sûrement déjà entendu parler de cette cérémonie tout simplement. Et alors cette année il y a eu beaucoup de belles nominations. Alors je vais pas faire tout un discours sur les Césars etc, parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler à la TV etc, mais moi je suis assez content pour le coup de ce qui a été annoncé. Pour moi je pense que Bac Nord a ses chances de remporter un ou deux Césars, pareil pour Boîte Noire, et également le film qui a été le plus nominé, donc Illusion perdue, que j'avais vraiment surkiffé quand il était sorti. Enfin, ces trois films là je les avais vraiment adorés, donc je les attends, on va dire, le 25 février pour la cérémonie des Césars. Il me semble que c'est le 25, si je me trompe pas. Peut-être que je dis une grosse erreur, en tout cas ce sera diffusé en clair sur Canal+, donc c'est accessible à tous les gens possédant la télé. Et donc, pour conclure ce troisième épisode, je vais parler de la chronologie des médias. Donc la chronologie des médias, c'est quoi ? C'est une loi qui définit l'ordre des sorties dans lesquelles un film sorti au cinéma peut sortir au cinéma, peut sortir du coup sur les plateformes de streaming, à la télé ou en DVD. Cette loi donc a été modifiée le 24 janvier et donc on va revenir plus tard. En gros, pour ceux qui n'y ont pas compris, c'est le délai que va mettre un film à sortir sur les plateformes de streaming après être sorti au cinéma. Donc certaines chaînes ont réussi à obtenir des délais, et donc certaines plateformes aussi, des délais plus courts, car elles investissent beaucoup d'argent dans le cinéma français, comme par exemple Canal+, qui va investir 200 millions d'euros par an dans le cinéma français, et Netflix qui produira au moins 10 films par an pour 40 millions d'euros. Donc en gros, c'est un peu comme ça que fonctionne la chronologie des médias, c'est-à-dire plus les plateformes investissent, plus leur délai sera court. Je me suis bien exprimé. En gros, si tu veux que ton film il sorte 6 mois après sa sortie au cinéma sur ta plateforme de streaming, il va falloir investir beaucoup d'argent. Et du coup, ces nouveaux délais, c'est 6 mois au lieu de 8 pour Canal+, c'est-à-dire un film qui sort, par exemple, on va prendre l'exemple de Super Héros malgré lui, donc qui sort ce 2 février, il sortira dans 6 mois sur Canal+, il sortira dans 15 mois au lieu de 36 pour Netflix, et 17 mois au lieu de 36 pour Disney+, et Prime Video. C'est normal que Prime et Disney+ soient à 17 mois au lieu de 6 par rapport à Canal+, tout simplement parce que, vous l'aurez compris, elles investissent beaucoup moins dans le cinéma français. Et donc Disney+ et Prime Video ont 2 mois de retard par rapport à Netflix et ont exprimé leur mécontentement. Donc Disney a même menacé de ne plus sortir ses films en salle et de les sortir exclusivement sur Disney+, comme ils l'ont fait avec Mulan ou comme ils le feront avec Alerte Rouge, le prochain Pixar qui sortira donc en mars.